Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. À peine annoncée et déjà votée par le Sénat, la revalorisation de la prime d'activité au 1er janvier a été adoptée par la Haute Assemblée. Cela permettra la hausse de 100 € du SMIC promise hier. Un vote qui va bouleverser l'examen du budget par les sénateurs. On vous explique pourquoi dans un instant. Combien vont coûter ces mesures? Elles ont été chiffrées à 10 milliards d'euros, des dépenses supplémentaires qui pourraient contraindre l'exécutif à dépasser les fameux 3% de déficit autorisés par Bruxelles. Analyse et débat à suivre. Ces annonces présidentielles vont-elles permettre de sortir de la crise des Gilets jaunes? Un acte 5 a été prévu par les manifestants qui entendent maintenir leur mobilisation samedi. On posera la question aux parlementaires dans notre débat. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir sur Twitter à cette émission, #Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Tam Tranui, salle des conférences, et Alexandre Poussard en direct de l'hémicycle dans notre multiplex. Je vous le disais en titre, la prime d'activité va donc être revalorisée, non plus au 1er avril, mais au 1er janvier. Cela va permettre à l'exécutif de tenir sa promesse d'une hausse du SMIC de 100 €. Tam Tranui, vous avez suivi pour nous ces débats. On le voit, ça va impacter l'examen du PLF 2019, notamment de quelle manière? Et oui, les annonces d'Emmanuel Macron d'hier, elles ont déjà eu un impact sur le budget de 2019. Ce budget, il devait être simplement voté aujourd'hui par les sénateurs qui avaient terminé hier l'examen des articles. Mais voilà que les annonces faites hier par le président de la République depuis l'Élysée apportent leur lot de modifications. Vous l'avez dit, notamment la promesse d'augmenter de 100 € les personnes au SMIC. Une promesse qui ne passe pas par une revalorisation du salaire, mais par une revalorisation anticipée de la prime d'activité, c'est-à-dire une prestation sociale soumise à condition. Une revalorisation de 30 € devait déjà intervenir au 1er avril. Elle est avancée au 1er janvier. Alors si le montant de la revalorisation peut être fixé par voie réglementaire, le gouvernement a besoin du Parlement pour modifier la date d'entrée en vigueur. Écoutez les explications tout à l'heure du ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin. Donc ce que nous demandons au Sénat, c'est de laisser la possibilité effectivement au gouvernement de proposer cet amendement pour avancer à la date du 1er janvier, que les citoyens n'attendent pas le mois d'avril, pour avoir une revalorisation de leur prime d'activité. Puis après, il y a le montant, effectivement, qui est autour de 600 millions d'euros. Ce montant permet à peu près une augmentation des primes d'activité de 70 €. Alors, petite précision, le ministre a également dit tout à l'heure que la prime d'activité, ce n'était pas la seule façon d'arriver à donner 100 € de plus aux personnes qui sont au SMIC. C'est une façon, mais il peut y en avoir d'autres. Donc, il peut encore y avoir d'autres surprises sur ce point, Delphine. En tout cas, tout à l'heure, le Sénat a massivement voté pour l'amendement proposé par le gouvernement qui prévoit, je vous le dis bien, une modification de la date d'entrée en vigueur de la revalorisation de la prime d'activité au 1er janvier. Et le coût total de cette revalorisation, 600 millions d'euros. C'était essentiel parce que jusque-là, le Sénat avait adopté l'article concerné sur la prime d'activité exactement dans les mêmes termes qu'à l'Assemblée nationale. Et donc, logiquement, cet article ne devait pas être redébattu par le Parlement en vertu de la fameuse règle de l'entonnoir. Oui, Tam, mais les annonces du chef de l'État vont également impacter le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Notamment avec cette question de la CSG dont la hausse est annulée pour les retraités modestes, c'est-à-dire ceux qui gagnent moins de 2 000 € par mois. Or, le texte, pour le coup, a terminé d'être débattu au Parlement. Alors tout le monde planche pour savoir comment inscrire cette modification dans la loi. Sachez que cela pourrait passer par l'article 10 de la Constitution qui dit que le président de la République a 15 jours pour promulguer une loi définitivement adoptée par le Parlement. Et pendant ces 15 jours, il peut demander au Parlement une nouvelle délibération sur la loi ou sur certains articles. Et le Parlement, il n'a pas le droit de refuser cette nouvelle délibération. C'est donc une piste. Merci beaucoup, Tam, pour toutes ces explications. Alors, cette modification de l'ordre du jour a vivement été critiquée à la reprise de la séance. C'était à 14h30, Alexandre Poussard, avec une séance particulièrement mouvementée. Et oui Delphine, les différents groupes politiques du Sénat ont voulu réagir cet après-midi dans l'hémicycle aux différentes annonces d'Emmanuel Macron, des annonces qui bouleversent le calendrier budgétaire du Parlement. Écoutez le président des sénateurs socialistes, Patrick Kanner. Nous voterons d'ailleurs, Monsieur le Ministre, une grande partie des nouvelles mesures.
Mais je veux relever que cette désorganisation des travaux budgétaires aurait pu être évitée si le gouvernement avait tenu compte plus tôt des propositions exprimées ici ou ailleurs par les différents groupes parlementaires qui composent la Haute Assemblée. Les sénateurs socialistes vont donc voter ces mesures et du côté du groupe communiste, ces annonces ne sont pas satisfaisantes. Les sénateurs communistes déplorent le refus d'Emmanuel Macron de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF. Écoutez la présidente des sénateurs communistes, Éliane Assassi. L'ISF est pour les Gilets jaunes et la grande majorité de la population qui les soutient le marqueur d'une politique dont la priorité n'est pas la satisfaction du plus grand nombre, mais de quelques intérêts privés. Alors nous le disons avec force au chef de l'État, mais aussi à la majorité sénatoriale. Rendez l'ISF, rendez ces 3,7 milliards d'euros pour participer à la justice fiscale et sociale. Quant aux sénateurs de droite, ils étaient beaucoup plus calmes, beaucoup plus sereins. Ils estiment qu'il faut faire preuve d'un esprit de responsabilité et sortir de cette crise des gilets jaunes, mais ils ont une inquiétude, que cet argent débloqué par le gouvernement ne creuse la dette. Écoutez le président du groupe Les Républicains, Bruno Retailleau. À l'origine du ras-le-bol fiscal, il y a cette idée que la France, championne d'Europe de la dépense fiscale, crée des taxes et toujours plus d'impôts qui grèvent finalement le pouvoir d'achat des Français. Il y aura moins d'impôts et moins de taxes lorsqu'il y aura moins de dépenses publiques. C'est une évidence. Les sénateurs Les Républicains veulent donc que ces mesures soient financées par une baisse des dépenses publiques et non par une hausse des taxes sur les capitales. Et on arrive à la question essentielle de ce débat, qui va payer ces 10 milliards d'euros supplémentaires? Une question à laquelle Emmanuel Macron hier soir s'est bien gardé de répondre. Merci Alexandre, et on y reviendra dans notre débat dans un instant. Mais avant cela, voyons ces mesures SMIC, défiscalisation des heures supplémentaires, CSG. Emmanuel Macron a décrété hier l'état d'urgence économique et sociale. Plusieurs mesures doivent désormais permettre aux Français de retrouver un peu de pouvoir d'achat. Comment ces annonces ont-elles été accueillies ce matin au Sénat? Les réactions avec Héloïse Grégoire. Les annonces du président ont-elles convaincu? Du côté de la majorité sénatoriale LR, le mea culpa d'Emmanuel Macron et les mesures sociales annoncées arrivent un peu tard. J'aurais annoncé ça il y a 3 semaines. Tout était terminé, tout le monde serait dit très bien, on a progressé, on a été entendu, ciao. Le président des Républicains au Sénat appelle à sortir de la crise. Il espère également que les mesures annoncées par Emmanuel Macron apaiseront les Français. Une crise qui est un incendie qui est en train de se propager. Donc moi j'espère que ces mesures seront suffisantes pour éteindre cet incendie et j'espère qu'on va enfin sortir de la crise. Il faut en sortir parce qu'on voit bien que c'est l'emploi qui est pénalisé et on voit bien que ça alimente une forme de radicalité, une forme aussi de violence. Du côté du groupe socialiste, sur la forme et sur le fond, le président de la République était loin du compte hier soir, notamment sur la question de l'ISF. J'ai envie de parler de prise de conscience, mais insuffisante. Insuffisante et déséquilibrée. Insuffisante parce que beaucoup de Français modestes sont oubliés, et permettez-moi de penser en particulier aux 5 millions de fonctionnaires qui sont en dehors des radars, manifestement, et déséquilibrée parce que toutes les mesures seront financées par la solidarité nationale, donc par l'impôt. Aucun effort demandé aux plus aisés de nos concitoyens, notamment au travers de l'ISF. Il y a quand même une partie des gens qui sont satisfaits par ces annonces, mais on n'arrive pas au bout, donc je pense qu'effectivement la grogne va continuer. Au Sénat, le chef de l'État a donc peu convaincu. Avis partagé du côté des Gilets jaunes, certains manifestants sont d'ailleurs prêts à réitérer la mobilisation samedi prochain. Et ces annonces ont donc été précisées par le chef de l'État lui-même, Emmanuel Macron, qui a reçu aujourd'hui à l'Élysée de nombreux entrepreneurs. Vous allez le voir sur ces images dans un instant. Il était entouré, bien entendu, d'Édouard Philippe, mais aussi de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. On continue d'analyser ensemble ces annonces présidentielles avec vous, Tam Tranui, et le sénateur Pascal Savoldelli, sénateur communiste du Val-de-Marne. Alors je suis avec Vincent Delahaye, sénateur UC, vice-président de la Commission des Finances. Vincent Delahaye, tout d'abord, comment est-ce que vous avez accueilli les annonces hier du président de la République? On entend à droite, bien, on espère que ça va apaiser les tensions, mais c'est un peu tard.
C'est sûr que ça intervient très tard. Malheureusement, on s'est aperçu de l'inexpérience politique du président de la République dans la gestion des conflits, parce qu'un incendie, ça s'éteint tout de suite et très rapidement. Et là, on a fermé la porte à la discussion au départ, on a dit on ne reviendrait sur rien. Ici, au Sénat, nous sommes revenus très vite sur l'augmentation de la taxe sur les carburants, et nous pensons que dès le départ, ça aurait pu éteindre l'incendie et la colère, et en tout cas calmer la colère des Français. Aujourd'hui, cette colère est difficile à calmer. J'espère que les annonces du président de la République, bien que ça soit encore des dépenses supplémentaires, et on sait toujours que plus de dépenses, c'est plus d'impôts demain. Mais en tout cas, il y a nécessité de faire quelque chose très rapidement. Et oui, justement, on va parler de l'aspect budgétaire de ces annonces, puisqu'il en a été largement question tout à l'heure dans l'hémicycle. Et pour l'instant, ça reste un petit peu flou. Il y a eu cette seconde délibération qui a été votée par le Sénat, mais on ne sait pas pour combien, comment, à qui tout cela va profiter, cette histoire notamment des 100 € de plus sur le SMIC. On a le sentiment d'une grande confusion, effectivement, et c'est très pénible pour nous, parlementaires, de voter des dispositions comme celle-ci. On aimerait que, entre le président, le gouvernement et le Parlement, l'information circule un petit peu mieux, parce qu'effectivement, on a l'impression qu'on revalorise une prime d'activité qui n'est pas forcément versée à tout le monde, qui est versée sous condition. Une prestation sociale qu'on doit renouveler tous les 3 mois, et que ça ne correspond pas forcément à ce que les auditeurs et les gens qui ont entendu le président de la République ont pu comprendre de ce qu'il a dit, c'est-à-dire 100 € supplémentaires pour les smicards. Il n'a pas dit que c'était une augmentation du SMIC, c'est vrai, il n'a pas dit que c'était à la charge des employeurs, il a dit qu'il n'y aurait rien à la charge des employeurs. Et quand on écoute le ministre nous dit que ce n'est pas une dépense supplémentaire, alors qu'en fait il nous fait voter un amendement qui est une dépense supplémentaire. Donc vous avouerez que c'est une sacrée confusion, et ça serait bien de clarifier les choses très vite de la part du gouvernement. Alors justement, pour vous, comment est-ce qu'on va pouvoir financer toutes ces annonces, puisque au-delà de cette histoire d'augmentation du SMIC, l'ensemble est budgétisé à environ 12 milliards d'euros. Oui, nous, on l'évalue à peu près à 12 milliards d'euros. C'est vrai que, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, plus de dépenses, c'est forcément plus d'impôts. Et on l'a vu dans le passé, il n'y a pas de secret. Donc maintenant, il faut voir quels impôts, ou alors, est-ce qu'on fait des économies? Moi, je suis pour qu'on fasse des économies, je suis pour qu'on baisse la dépense publique. Je pense que c'est la solution qu'on n'a jamais essayée en France. On a toujours plus de dépenses et les gens ont la perception qu'il y a de moins en moins de services publics. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas continuer à dépenser toujours plus en ayant moins de services. Donc aujourd'hui, il faut changer de logique. Il faut aller vers un service public du 21e siècle, un service qui soit plus modeste, plus moderne, plus efficace et moins coûteux. Est-ce que, selon vous, toutes ces annonces d'Emmanuel Macron peuvent suffire à éteindre l'incendie ? J'en sais rien. Je pense que c'est de nature, de toute façon, à rassurer quand même un certain nombre de Français qui souffrent aujourd'hui. Est-ce que ça suffit à éteindre? Ça ne suffit pas. Les Gilets jaunes, ils ont pris l'habitude de se retrouver sur les ronds-points le samedi pour manifester. Donc c'est vrai que c'est une habitude qu'ils ont prise. Je pense qu'elle va se perdurer un petit peu. Peut-être que ça va descendre progressivement. En tout cas, je le souhaite. Et je souhaite qu'on puisse se mettre autour d'une table, discuter et sortir quand même de n'importe quoi parfois dans les propositions qui sont faites, parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Donc il faut quand même un peu de raison, il y a eu beaucoup de passion, il faut de la raison, et il faut essayer de se remettre tous ensemble pour essayer de travailler pour les Français et pour la France. Bien, merci beaucoup Vincent Delahaye pour votre réaction. Merci à vous, Tam. Effectivement, la question du financement de sa mesure reste à présent à définir. Elles ont été chiffrées à 10 milliards d'euros. Impossible donc de les financer sans desserrer les taux budgétaires imposés par les critères de Maastricht, même si Gérald Darmanin chiffre le déficit à 2,5, en enlevant le CICE. Les explications de Flora Sauvage. Après les annonces du chef de l'État, c'est l'heure de faire les comptes. Devant les sénateurs, le ministre des Comptes publics détaille le montant de la facture. Les mesures annoncées par le président de la République sont autour de 6 milliards. C'est-à-dire 10 milliards en tout, 4 milliards de recettes en moins taxation carbone, entreprises plus citoyens, et 6 milliards qui consistent à la fois à une baisse de la CSG pour les gens qui ont moins de 2 000 € de revenus lorsqu'ils sont retraités, la défiscalisation des heures supplémentaires et l'avancée des heures supplémentaires désocialisées, c'est autour de 1,6 milliard d'euros, plus les annonces faites effectivement sur les 100 € appliqués aux personnes au SMIC. Mais au sein de la majorité LR, comme au sein de l'opposition, les interrogations demeurent. J'étais stupéfait de voir le président de la République, en 13 minutes, dépenser 12 milliards, sans baisser le train de vie de l'État, c'est-à-dire la dépense publique.
Ça, c'est un miracle. Nous allons voter aujourd'hui même au Sénat la loi de finances pour l'année prochaine. Excusez-moi de vous dire, comme président de la Commission des finances, que j'ai l'impression de voter un chiffon de papier parce que, je dirais, nous ne savons absolument pas où vont se situer les équilibres budgétaires en dépenses et en recettes. Le ministre des Comptes publics a chiffré à 2,5% le déficit, et c'est sans compter le CICE. La Commission européenne a déjà prévenu qu'elle suivrait avec attention l'impact des annonces faites par le président de la République sur le déficit public. Alors les annonces d'Emmanuel Macron vont-elles permettre une sortie de crise rapide? Comment vont-elles être financées? Et quelles conséquences pour le calendrier législatif ici au Sénat? On en parle tout de suite avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Delattre. Bonsoir, bienvenue à vous. Vous êtes sénatrice RDSE de la Gironde. Également sur ce plateau, Alain Joyandet. Bonsoir, sénateur LR de la Haute-Saône. J'accueille également Jérôme Durin. Bonsoir. Vous êtes sénateur socialiste de la Saône-et-Loire. Et puis Claude Malhuret est également avec nous. Bonsoir. Vous êtes le président du groupe Les Indépendants République et Territoire ici au Sénat, sénateur de l'Allier. Merci à tous les quatre. Bonsoir. Première question pour vous, Nathalie Delattre, puisqu'on a vu à peine annoncé par le chef de l'État la revalorisation de la prime d'activité qui a été avancée au 1er janvier. Ça vient tout juste d'être adopté par le Sénat qui était prêt à soutenir le chef de l'État pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. Oui, adopté, mais difficilement parce que effectivement, nous n'avons pas toutes les réponses, comme les Français d'ailleurs. C'est vrai qu'on parle d'une revalorisation de 100 €, mais la part des 100 € est faite d'une prime d'activité et d'une revalorisation normale, effectivement, du SMIC annuel. Donc, en fait, c'est vrai que nous avons adopté parce qu'il était évident que nous devions le faire et répondre à une partie des attentes des Gilets jaunes, notamment, et des Français. Mais cela se fait quand même dans la confusion et j'ai peur que cette confusion se retransmette chez les Français. Alain Joyandet, votre groupe a également soutenu cet amendement, même s'il y avait beaucoup de questions encore en suspens. On a vu la Commission des finances finalement s'en remettre à la sagesse du Sénat pour le vote de cet amendement. Oui, nous sommes dans une totale confusion. J'ai été élu dans cette maison au Sénat depuis 1995. Je ne me suis jamais retrouvé dans une situation pareille. Vous avez un Parlement qui travaille pendant des semaines sur un budget et un président qui vient à la télévision. C'était attendu, il aurait dû le faire il y a déjà bien longtemps. C'est un gros reproche que je lui fais. La France ne serait pas à feu et à sang s'il était intervenu il y a un mois ou s'il avait pris la mesure du budget qu'il nous présentait. Ici au Sénat, nous avons attirer l'attention du gouvernement depuis des semaines et des semaines. Et donc, le président vient hier à la télévision et un homme seul, comme ça, un homme seul nous dit « Eh bien non, on arrête tout, on change tout, on va répondre aux attentes et on va refaire le budget ». C'est pourquoi, à titre personnel, au-delà de ce qui se passe à court terme, je m'interroge beaucoup parce que c'est un vrai sujet sur nos institutions, sur notre Constitution. Est-ce qu'on doit continuer en France, dans un pays moderne, à l'heure du nouveau monde, à confier les destinées d'un pays à une seule personne qui fait tout seul, toute seule avec quelques conseillers. Il a promis que ça allait changer, Alain Joyandet, en associant les maires. Je pense qu'il faudra qu'au Sénat, on ait un vrai débat sur nos institutions. Jérôme Durin. Oui, on est plutôt enclin à la gravité. D'ailleurs, les mots qu'a choisi d'utiliser le président de la République hier sont ceux de la dramatisation de la situation. Il a fait état d'une situation inédite, gravissime. Et en face, effectivement, c'est un peu du bricolage. Donc on est tous, en notre âme et conscience, confrontés au dilemme soutenir parce que c'est utile pour le pays et critiquer la méthode. Que c'est confus, que c'est tardif. On a un exécutif qui peine à entendre et qui ne s'exprime pas clairement. Aujourd'hui, les débats entre nous, sur les bancs, c'est de dire « mais est-ce que tu as compris, toi? Qu'est-ce qu'ils racontent? Mais comment ils vont financer ?» Donc on ne sait pas qui paie, on ne sait pas qui touche. On n'est pas sûr que ceux qui vont toucher sont ceux qui en ont le plus besoin. Quid des temps partiels? Quid de ceux qui ont moins qu'un demi-SMIC? Est-ce qu'il faut qu'Édouard Philippe vienne devant le Sénat vous expliquer? C'est ce que vous demandez, Jean Durin? Il faut une clarification. Et puis, il faut qu'on touche la bonne cible. J'étais hier soir avec des gilets jaunes, discrètement. Et je me suis fait bien engueuler, pour parler clairement, comme beaucoup de parlementaires, comme beaucoup d'élus.
Et ils attendent des signaux forts. J'espère qu'on en prend le chemin. On va y venir, Claude Malhuret. Je le disais, il fallait frapper fort et vite et ça a passé. Ça passe par une première mesure tout de suite soumise à l'approbation des sénateurs via une seconde délibération. Oui, mais je crois que les mesures ne suffisent pas. Je crois qu'il y a 3 conditions aujourd'hui pour sortir de la crise. La première, ce sont les mesures. Et je crois qu'elles sont significatives, il faut bien le reconnaître. Maintenant, comme on le disait à l'instant, se pose le problème du coût des mesures, parce que si elles devaient aboutir à l'augmentation de la dépense publique, c'est exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire. Donc on a quand même une grande incertitude là-dessus, et c'est la question qui va se poser dans les jours et les semaines qui viennent. Mais il y avait 2 autres conditions, il y a 2 autres conditions. Je crois que Emmanuel Macron, de ce point de vue-là, a fait un pas en avant. La première, c'était la contrition, ou le signe d'empathie. Une bonne partie du problème n'était pas dans les mesures du gouvernement, mais était dans la personnalité d'Emmanuel Macron, dans ses maladresses, dans ses petites phrases. Je pense qu'il en a pris conscience et qu'il l'a dit hier. En tout cas, c'était nécessaire pour que les gens ne pensent pas qu'il soit méprisé. C'était fondamental. Et puis la troisième condition, c'est la méthode. Il a lancé des pistes et je pense que là, nous avons une responsabilité. La piste, ça consiste à dire, ce que je disais d'ailleurs jeudi dernier au Sénat, c'est que la loi ne se fait pas sur les ronds-points, elle se fait au Parlement. Et qu'elle se fait par les élus, et que le mouvement aujourd'hui, il exprime des revendications, il a aussi des problèmes, outre les casseurs, il a le problème, on a l'impression que ce n'est pas seulement le président dont on veut qu'il dégage, mais c'est l'ensemble du système politique. On est sénateur, il y a des députés, il y a des élus locaux, il y a des syndicats, il y a des corps intermédiaires. Aujourd'hui, et c'est l'annonce de cette grande concertation pendant des mois, si elle est sérieuse, il y a une chance de pouvoir réformer cette société française et cette économie française. Si ça n'est pas sérieux, si c'est juste des mesures, des rendez-vous pour amuser, voilà. Donc là, il y a une grande responsabilité du gouvernement et du Parlement pour que cette... Avant de poursuivre ce débat, on retourne rapidement à celle des conférences où nous attend Tam Tranui pour une réaction avec le sénateur communiste du Val-de-Marne, Pascal Savoldelli. Oui, Pascal Savoldelli, on parlait bien de l'intervention hier du président de la République hier soir. Comment est-ce que vous avez jugé cette intervention? Est-ce qu'il n'y a pas quand même eu des avancées, de petites avancées? Écoutez, le président de la République a été obligé d'être un peu humble. C'est nouveau. Et puis il a été obligé de reconnaître la légitimité de ce qui se passe comme lame de fond dans l'opinion publique française. Voilà. On parle d'état d'urgence économique et sociale, effectivement, il qualifie... L'état d'urgence économique, sociale et démocratique aussi. Et alors après, les réponses sont troublantes. On peut dire un recul. Lequel? La CSG pour les retraités. C'était un recul attendu, qui nous avait été d'ailleurs refusé pendant des mois et des mois. L'annulation de cette hausse pour les retraités qui ont moins de 2 000 euros par mois. Moins de 2 000 euros par mois, vous avez raison. Et alors après, c'est 100 euros pour ceux qui ont le SMIC, c'est un choix de communicant. C'est pas un choix politique, c'est grave. Puis quelle est la réalité? C'est une prestation sociale, la prime de revenu d'activité. C'est une prestation sociale. Il ne va pas y avoir, les smicards ne vont pas être augmentés de 100 euros. Il n'y aura pas 100 euros de plus sur la fiche de paye à la fin du mois, c'est bien ça que vous dites? Ben non, puisque c'est à la CAF, madame, qu'il faut aller chercher la prime d'activité. Et vous êtes éligible à cette prime en fonction de vos ressources, de la composition de la famille. Il ne faut pas avoir allocation logement, sinon vous n'avez pas cette prime. Et vous devez renouveler cette demande tous les 3 mois auprès de la caisse d'allocation familiale. C'est une prestation sociale, ce n'est pas une rémunération du travail. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le groupe communiste a été le seul à s'abstenir tout à l'heure sur ce deuxième vote, cette seconde délibération qui a été demandée tout à l'heure. Les autres groupes l'ont voté. Beaucoup ont dit que ça reste très flou, mais c'est pour le signal. La prime d'activité, elle a été mise en place en 2016, au début de l'année 2016. Il fallait à ce moment-là augmenter le SMIC. Là, la prime d'activité n'est pas un revenu supplémentaire du salaire. C'est cette question-là qui est posée par l'opinion publique. C'est qu'il y a des gains de productivité qui ont baissé et il y a des salaires qui n'ont pas augmenté depuis 2008 quasiment. Du coup, comment est-ce que vous jugez cette annonce du chef de l'État? Vous trouvez que c'est mensonger la façon dont finalement cela apparaît dans le budget 2019? Je pense déjà que la communication politique l'emporte sur l'action politique. C'est-à-dire, vous voyez, c'est 100 euros pour les gens ayant le SMIC, c'est de la communication, c'est pas de l'action politique. Sinon, ça aurait été réfléchi, pensé. Voilà. On comprend aussi qu'il y avait urgence à éteindre l'incendie, qu'il y a eu certainement de l'impréparation de la part du gouvernement, mais que là, ils essayent de faire des propositions pour calmer la colère.
Et que tout n'est pas encore réfléchi et financé. Mais madame, c'était simple. On mettait en place l'impôt de solidarité sur la fortune. On augmentait réellement le SMIC. Le SMIC, le salaire, c'est-à-dire que tout de suite, automatiquement, en janvier, à mon avis, pour un montant de 200 €, on pouvait augmenter l'ensemble des salaires, avec les conséquences que ça a pour les salaires au-dessus, qui bénéficieraient bien sûr de cette augmentation du SMIC. Bien, merci beaucoup Pascal Savoldelli pour votre réaction. On l'a compris, bien pour vous, ces annonces, bien, elles étaient insuffisantes. Insuffisantes, oui, ça c'est sûr. Dans un moment où vous sentez bien, il y a une crise de l'offre politique, madame. Merci beaucoup. Merci à vous, Tam. On va poursuivre justement sur ce thème. Nathalie Delatte, Claude Malhuret évoquait l'amorce de mea culpa du chef de l'État, suivi d'un changement de méthode annoncé avec davantage de concertation. Notamment, il va se rendre, le chef de l'État, dans chaque région, a-t-il dit, à la rencontre des maires. C'est salutaire pour sauver son quinquennat. Moi, je m'interroge beaucoup sur la méthode parce que on le voit là, ce qu'il a annoncé hier, les syndicats ne l'ont jamais obtenu. Et je pense que quelque part, il grille les corps intermédiaires. Moi, je n'ai pas envie qu'il fasse la même chose avec nous. Ça veut dire aussi qu'il légitime quelque part la violence des Gilets jaunes ? Et cette verticalité. Et c'est vrai que moi, je crains beaucoup qu'il n'en fasse de même avec les élus locaux. Comment organiser un débat de ce type? Est-ce que c'est ce que l'on a connu, le cahier de doléances révolutionnaire? Comment allons-nous organiser ce débat? Nous savons très bien, moi je suis sénatrice de la Gironde, je suis girondine dans l'âme et pour la décentralisation. Nous savons faire et nous savons gérer au plus près des problématiques des gens. Nous connaissons leur situation. Nous avons besoin simplement d'argent supplémentaire pour nos CCAS, nos caisses sociales. Nous savons très bien qui peine à payer en fin de mois les cantines. Il nous faudrait juste cette ressource pour pouvoir l'adapter au mieux, introduire des tranches supplémentaires pour que les gens... Vous ne souhaitez pas qu'il entame son tour de France, le chef de l'État, qui vient dans chaque région ? Moi, je veux bien chaque région. Je fais partie de la plus grande région de France, 12 départements. Il va nous réunir dans quelle salle? Quel message? Quelle méthodologie? Enfin, moi, je m'interpelle. Je pense que... Si c'est qu'un problème de salle, ça peut peut-être s'arranger, Nathalie. Bien sûr, mais vous comprenez l'esprit. Je pense que nous ne sommes pas assez encore dans la proximité. Ouais. Alain Géandé, ensuite Jérôme Durain. Oui, moi je pense que le président Macron a fait tout ce qu'il pouvait, au fond, parce qu'on peut toujours dire que c'est insuffisant. Il l'a fait très tardivement, c'est très brouillon, on ne comprend pas tout, certes. Enfin, dans l'état dans lequel se trouve notre pays, il fallait qu'il fasse fort. On peut quand même dire qu'il a fait fort et qu'il a fait le maximum de ce qu'il pouvait faire. Et moi, j'en profite quand même pour appeler tous les gens responsables, en leur disant maintenant, si la continuité de ce qu'on a connu venait à se confirmer, c'est une catastrophe pour notre pays. Donc il faut maintenant être responsable et accepter le dialogue qui est proposé. Enfin, ce que je veux dire, c'est que sur le plan historique, je crois qu'il y a un poids sur les épaules du président Macron qui est considérable. Parce que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est l'héritage de 40 ans. Moi, je fais partie de ceux qui se sont battus contre les impôts et la fiscalité depuis mon engagement politique. Tout le monde en a rajouté, la gauche, la droite, il faut bien le dire. Il y a une responsabilité collective. Monsieur Macron, depuis 18 mois, a beaucoup aggravé la situation, notamment sur un point. On ne peut pas dire je supprime l'ISF et je fais payer ça par les automobilistes. Ça, c'est insupportable. C'est ça le début des problèmes. Mais en tout cas, je crois qu'aujourd'hui, on est au pied du mur. Quelles que soient nos différences, on est obligé de travailler tous ensemble pour sortir la France de là. Puisque vous évoquez ce sujet de l'ISF, je vous propose de réécouter le chef de l'État. C'était donc hier, lors de son allocution télévisée. Et je vous donnerai la parole, Jérôme Durain, parce que je sais que vous voulez réagir. Écoutez. Je sais que certains voudraient, dans ce contexte, que je revienne sur la réforme de l'impôt sur la fortune. Mais pendant près de 40 ans, il a existé. Vivions-nous mieux durant cette période? Les plus riches partaient et notre pays s'affaiblissait. Conformément aux engagements pris devant vous, cet impôt a été supprimé pour ceux qui investissent dans notre économie et donc aident à créer des emplois. Et il a été maintenu au contraire pour ceux qui ont une fortune immobilière. Revenir en arrière nous affaiblirait, alors même que nous sommes en train de recréer des emplois dans tous les secteurs. Jérôme Durain, pas de virage social sans réinstauration de l'ISF, c'est ce que vous dites? Je pense que la crise que nous traversons, elle repose sur des attentes symboliques. Des attentes qui sont démocratiques et des attentes qui sont en termes de pouvoir d'achat. Ce qu'on paye dans la période, c'est des choix personnels du président de la République, c'est une crise longue des finances publiques, une crise économique, un des aveux
latent et maintenant exacerbé vis-à-vis de la représentation nationale. Mais ces attentes de la population, elles sont extrêmement fortes. Et la question de l'ISF, l'injustice qu'Alain Joyandet vient de décrire, c'est la première chose dont on nous parle quand on rencontre les Gilets jaunes. Donc il y a cette attente-là, il y a l'attente démocratique. Au niveau démocratique, on a une démocratie représentative qui représente peu. Il a fallu quand même en faire beaucoup pour que cette génération spontanée du macronisme entende tous ces députés hors sol qui n'ont pas compris qu'il fallait faire un travail de terrain au plus près des citoyens. Donc moi, je pense qu'il y a toutes les questions qui ne sont pas traitées. La démocratie, c'est quoi? La transition écologique, plus personne n'en parle. C'est quand même un petit sujet. Hein. La maison brûle et on regarde ailleurs, ça continue. Il y a la question, au fond, du partage des richesses. Effectivement, la prime d'activité, c'est une prestation. C'est compliqué, c'est administratif, c'est bureaucratique, c'est tous les 3 mois. Ça dépend de la composition de la famille, du revenu fiscal. Donc, comment on partage les richesses? Ça, c'est une question à laquelle il faut une réponse claire. C'est une erreur, Claude Malhuret, de ne pas avoir réinstauré hier soir l'ISF. C'était une demande de nombreux Gilets jaunes qui ne sont d'ailleurs pas convaincus dans leur ensemble par ces annonces et qui annoncent un acte 5 pour samedi. Oui, alors vous avez posé 2 questions, celle de l'ISF et celle de la méthode des réunions en région. En ce qui concerne l'ISF, je pense que la maladresse principale, ça a été de commencer par l'ISF. Et de commencer par l'ISF et par la baisse des allocations logement. C'est un signal qui, depuis, lui colle à la peau et qui est particulièrement maladroit. Moi, je suis pour la baisse des impôts pour tout le monde. La baisse des impôts pour ceux qui ont un faible pouvoir d'achat, parce que c'est d'abord pour eux, et ensuite pour relancer l'économie à partir de la consommation. Donc, bien entendu, c'est ce qui commence à se faire. Mais baisse des impôts aussi pour ceux qui créent des entreprises. Aujourd'hui, quel est le problème de l'ISF? C'est que nous sommes les derniers en Europe à avoir maintenu cet impôt et que les start-upers aujourd'hui, soit s'en vont directement, soit une fois qu'ils ont créé leur entreprise et gagné de l'argent, ils s'en vont dans un deuxième temps. Donc, pour moi, il ne faut pas faire de démagogie. Il y a à la fois ceux qui ont besoin de l'argent des impôts pour vivre, et il y a à la fois ceux qui partent aujourd'hui et qui quittent le pays. Et dans cette concurrence mondiale avec la Chine, les États-Unis et les pays européens, je pense que il ne faut pas faire de démagogie, et par conséquent, il faut aussi avoir ce courage. Et après tout, c'est du courage de l'avoir dit, d'autant plus qu'il a précisé, je crois que les gens peuvent le comprendre, que la nouvelle imposition frappe la fortune immobilière et exonère les créateurs d'entreprises. De ce point de vue-là, moi, j'ai rien à dire. Ouais. Deuxièmement, c'est pas un message qui passe bien auprès des Gilets jaunes. Oui, ça, mais pas. J'ai envie de le rappeler, ils ont besoin de symboles aussi. Oui, mais pas auprès de moi. Moi, je veux la baisse des impôts et je veux la baisse des dépenses publiques. Et on peut pas y arriver. On peut pas dire à la fois baisse des impôts et augmentation de la dépense publique, ou augmentation des impôts et baisse de la dépense publique. C'est pas normal. Alors, deuxième question que vous avez posée. On viendra peut-être sur la concertation avec les régions, si on reste sur ce thème de l'ISF. Je voudrais, pour illustrer les propos de Claude Malhuret, dire qu'avec Nicolas Sarkozy, lorsque nous avons fait le bouclier fiscal à 50%, pour faire en sorte que, y compris les gens qui ont beaucoup de revenus, ne payent pas plus de 50%, en même temps, nous avons fait les heures supplémentaires détaxées. Une baisse d'impôt générale, à la fois pour ceux qui ont beaucoup d'argent, enfin plus d'argent, et pour ceux qui travaillaient. D'ailleurs, je regarde mon collègue d'en face, lorsque le gouvernement de M. Hollande a décidé un peu comme ça, de manière un peu légère, de supprimer les heures supplémentaires détaxées qui profitaient à 8 millions de foyers, ça a été le commencement de la dégringolade. Pourquoi? Parce que c'était l'illustration de l'injustice. Et donc il faut faire très attention, parce que les Français, il ne faut pas les prendre pour des imbéciles. La justice fiscale, ils la comprennent très très bien. Ils sont prêts à faire des efforts, ils sont prêts à travailler plus, ils sont prêts à payer des impôts, mais ils veulent que ce soit juste. Et ce qu'a fait Emmanuel Macron n'a pas été ressenti, non seulement ressenti, mais n'a pas été réellement juste. Jérôme Durain. Dans un monde hyper connecté, les questions, elles sont toutes planétaires. La question environnementale, elle est planétaire. La question des migrations est planétaire. La question du partage de la richesse est planétaire. Comment accepter, quand on est retraité, quand on est salarié, employé, artisan, d'être obligé de tirer le diable par la queue, quand on voit que les rémunérations qui sont servies à ceux qui détiennent des capitaux sont de plus en plus importantes. Et si on ne pose pas, tranquillement, entre nous, cette question du partage de la valeur ajoutée, on va continuer à avoir ces difficultés. Évidemment, pour redistribuer, il faut produire de la richesse. Mais il faut que ce soit un petit peu équitable. Et effectivement, le gouvernement Hollande avait aussi fait des erreurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher à la feuille de paye impunément, et on ne peut pas, pour le coup, à l'inverse, de l'autre côté de la société, exonérer
d'une charge fiscale ceux qui ont beaucoup de moyens. C'est ce qui a été fait et ça ne passe pas. Nathalie Delattre, sur cette réinstauration de l'ISF, je le disais, elle est réclamée à la fois comme un symbole par de nombreux gilets jaunes. Oui, le président de la République parlait de l'IFI, je crois que j'en parlais en hémicycle aussi. Nous allons découvrir... C'est l'impôt sur la fortune immobilière. Nous allons découvrir très rapidement les défauts aussi de l'IFI, et notamment chez les agriculteurs et les viticulteurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de spéculation par rapport au domaine viticole, et j'ai des collègues qui se retrouvent au cœur de cette spéculation et qui ne vont pas pouvoir garder leur exploitation à cause justement de cette IFI. Donc on voit bien toutes les ambiguïtés de ces impôts, de ces taxes. Effectivement, c'est toujours un débat très lourd. Je pense qu'il faut qu'on prenne le temps du dialogue. Alors, je suis tout à fait d'accord avec notre collègue Joyandet. Il y a une main qui a été tendue par le président de la République. Nous devons tous effectivement relayer un message d'apaisement, mais effectivement, nous devons inciter au dialogue et à beaucoup de pédagogie. Je pense que c'est ce qui a manqué dès le départ à ce gouvernement, c'est de la pédagogie et de la souplesse. Je pense que le président de la République doit maintenant dire à ses ministres d'être beaucoup plus à l'écoute, notamment du Sénat, et de pouvoir entendre et s'adapter. Je pense qu'on l'a dit tout à l'heure dans les explications de vote, nous avions prévenu de beaucoup de choses. Et nous aurions introduit dans le PLF beaucoup des mesures que les Gilets jaunes souhaitaient. Nous n'avons pas été entendus par le gouvernement. Je crois qu'aujourd'hui, ce gouvernement doit faire preuve d'humilité. Claude Malhuret, justement, cette nouvelle méthode, ça passe aussi, on l'évoquait tout à l'heure, par la concertation avec les régions. Oui, et donc je reviens sur la question que vous posiez tout à l'heure, quelles sont les conditions pour que ça marche. Moi, je dirais très simplement, puisqu'on parle de symbole depuis tout à l'heure, il y a un symbole majeur dans cette concertation, c'est que par pitié, qu'on ne la fasse pas par les préfets. Je crois que le premier symbole qu'attendent les maires, les conseillers généraux, départementaux, régionaux, c'est qu'on montre que c'est eux qui seront écoutés. Si on recommence, comme on fait à chaque fois, de confier au préfet le soin de rassembler en préfecture l'ensemble des élus locaux, eh bien le signal sera désastreux. Il y a l'Assemblée des maires de France, il y a l'Association des régions de France, il y a l'Association des départements de France. C'est avec eux qu'il faut préparer ça, pas avec les préfets. C'est... Ils sont victimes de mauvaises relations entre l'État et les collectivités locales. Oui, les préfets sont je ne critique pas les préfets. Dans le rôle, ils sont essentiels. Mais surtout, cette concertation, une concertation organisée par le gouvernement, par les préfets, on reste dans le cercle vicieux. Il faut que ce soit les élus et pas les ronds-points. Les élus. Les ronds-points, il faut les écouter aussi, mais les élus qui fassent la loi. Oh, là, je suis en désaccord, ça peut arriver. Hein. Je pense que c'est vraiment le rôle des préfets. À eux d'associer l'ensemble des élus locaux, quelle que soit leur sensibilité politique, mais le préfet en région est quand même l'émanation de l'État. On parle de la République, on parle de sauver la République en ce moment. Si vous mettez les préfets au placard, qui est-ce qui va piloter? Un président de conseil général? Un président de conseil régional? Un maire? À quel titre? Pourquoi? Donc je pense que c'est au préfet d'organiser ces concertations en prenant le soin de rassembler évidemment tout le monde, de n'oublier personne, y compris tous les corps intermédiaires. Mais je pense vraiment, enfin pour le coup, pardon, je suis pas du tout d'accord parce qu'il faut bien que la République existe. Elle a son organisation. Je suis un peu moins girondin que ma collègue. Je suis pour un État fort. Je suis pour une déconcentration des pouvoirs. Je pense que c'est important dans un pays comme la France que l'État ait des représentants forts dans les régions qui ne soient pas contestés. À eux d'ouvrir la discussion avec les élus. Jean Burin. Moi, je pense qu'on a besoin d'un calendrier politique nouveau. On a besoin d'une forme de fermeté et on sera rassuré par une méthode et par un contenu. Le macronisme, jusque-là, c'est un pragmatisme. Opportuniste, mais c'est un pragmatisme. Donc il faut qu'on passe à quelque chose qui soit un petit peu moins improvisé, avec une lisibilité politique. Et sur la méthode, c'est la même chose. Il faut une autorité, parce que c'est le président de la République. Il faut qu'il reprenne la main, qu'il affirme ses choix. Est-ce qu'il le peut encore, Jean Burin? Est-ce qu'il le peut encore reprendre la main? Je pense qu'on y a intérêt. Je pense qu'on y a tous intérêt. Et donc, je pense que l'ensemble des forces politiques sont raisonnables. Je pense que les gens peuvent rentrer chez eux si on leur dit voilà comment ça va se passer, vous allez vous retrouver. Nous sommes là pour vous représenter. C'est notre travail, on le fait tous bien. On peut écouter les gens, il peut y avoir la concertation, mais il faut un calendrier politique parce qu'il y a un quinquennat à terminer. Et pour l'instant, c'est compliqué. Nathalie Delattre, je voudrais aussi vous entendre sur le financement de ces mesures, puisque Flora Sauvage nous l'expliquait. Elles ont été chiffrées à 10 milliards d'euros. Alors, pour l'instant, le ministre Gérald Darmanin vous l'a redit en séance il y a quelques minutes. Eh bien,
Il estime que le déficit serait de 2,5 hors bascule du CICE. Est-ce qu'il va falloir s'affranchir des critères de Maastricht pour pouvoir financer ces mesures? Non, c'est impossible. Enfin, on est très regardé, on est à quelques semaines d'une élection européenne. Il faut que la France soit forte dans une Europe forte. Et je pense que nous ne pouvons pas nous permettre ce dépassement. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut que, effectivement, le Premier ministre vienne répondre à nos questions et puis affiner ce coût. Parce que, effectivement, hier soir, Olivier Dussopt faisait des premières annonces à 8 milliards. Là, le ministre Darmanin nous parle de 6 milliards. 6 milliards Oui, et parce 4 que, milliards avec il y avait l'annulation déjà de eu la des hausse sur la taxe sur les carburants. Voilà. Donc en fait, je pense que tout cela doit être éclairci et nous devons avoir, puisque nous aurons une deuxième lecture du projet de loi de finances, nous devons effectivement pouvoir répondre à toutes ces questions pour un engagement très sérieux, mais je pense que nous ne pouvons pas effectivement se permettre de dépasser. Oui, en tant que membre de la Commission des finances, je voudrais dire un mot sur la dépense publique, parce que tout ça, c'est prendre la pierre pour redonner à Paul. Donc personne, pas plus Emmanuel Macron, personne d'autre, 2200 milliards de dettes dans notre petit pays maintenant par rapport au monde, personne ne pourra sortir la France de la situation dans laquelle elle est si on ne s'attaque pas à la dépense publique. Il faut réformer le pays. C'est ce que M. Macron n'a pas encore compris. Là, il continue à distribuer en prenant dans la poche des uns pour redonner aux autres. Il fallait faire quelque chose. Je l'ai dit, j'y reviens pas. Je salue ce qui a été fait. Mais la vraie mission qui incombe à M. Macron, c'est de sortir la France de là où elle est. Pour la sortir de là où elle est, il faut qu'on arrête de dépenser plus que ce qu'on a comme recette. Il faut expliquer aux gens que tout ce qu'on est en train de donner, là, ça va être certainement financé par l'emprunt. C'est-à-dire qu'on va avoir 3 générations qui vont financer les gilets jaunes. Est-ce que c'est acceptable? Non. Il faut attaquer les réformes du système public pour que ça coûte moins cher. Si le système public coûte moins cher, alors on pourra donner des allocations, mais des vraies allocations, pas des allocations qui sont des allocations financées par l'emprunt. Oui, ce qui est assez formidable dans le débat public, c'est qu'on considère d'une certaine manière que le pays est chaque année moins riche que l'année précédente. Or, on a toujours plus de richesses produites. Donc il y a un petit sujet. C'est-à-dire est-ce qu'on peut, dans un pays dont la richesse augmente, dire année après année, il faut réduire le niveau de service public? Moi, les Gilets jaunes, ils ne m'ont pas dit on veut moins de services publics. Ils disent l'inverse. Et monsieur Amazon, Jeff Bezos, quand il fait rouler ses camions, qui paye les routes? Donc comment peut-on aller chercher l'argent auprès des GAFA? Tout le monde en parle. Donc il va falloir le faire. Il y a des gens qui produisent beaucoup de richesses, qui utilisent pour ça des ressources, des infrastructures que nous avons payées, que la solidarité nationale a payées. Il est normal qu'ils contribuent à la production de ces infrastructures. Donc il y a l'évasion fiscale, il y a les gros producteurs de capitaux que sont les GAFA. Il faut aussi mettre à contribution ces finances-là. Est-ce qu'il faut sortir de l'orthodoxie budgétaire? Est-ce qu'on peut s'affranchir de ces 3%? Dans la confusion du moment, je crois qu'il vaut mieux un peu de stabilité politique et un tout petit peu moins d'orthodoxie budgétaire. Claude Malhuret. Oui, moi je voudrais rebondir sur ce que disait Alain Joyandet. Je suis totalement d'accord avec lui, sans rancune par conséquent par rapport au préfet. C'est un débat, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes avis. Je suis totalement d'accord avec lui. Le problème essentiel aujourd'hui, et d'ailleurs essentiel hier, c'est celui des dépenses publiques. Je crois aussi qu'il ne faut pas raconter de crack aux Français. Tous, pendant l'année qui vient, on va faire du bricolage parce que d'un seul coup, il a fallu prendre un certain nombre de mesures qui n'étaient pas... Mais le problème, ce n'est pas celui de l'année qui vient. Tout le monde dit, et tout le monde est d'accord sur le fait que ça fait 30 ans qu'on prépare cette crise, que petit à petit, on a cassé notre outil industriel par rapport à nos voisins d'Europe du Nord, avec l'augmentation des charges, etc. C'est pas en une année, c'est pas en 3 mois, c'est pas en 3 mesures, c'est pas en une année qu'on va refaire ce qui s'est détruit pendant 30 années. Il va falloir des années, et il ne faut pas dire et ça va être difficile. Et bien entendu, c'est pas facile à dire en situation de crise comme aujourd'hui où tout le monde proteste, mais c'est ça le sujet. Comment on va à long terme arriver à faire ce qu'on fait nos voisins, c'est-à-dire réformer notre service public, réformer notre dépense publique, aborder courageusement le problème des retraites, courageusement le problème de la fonction publique et des fonctionnaires. Vous pensez ça va pas être facile dans le. En capacité bien pour la suite de son quinquennat de faire ces réformes difficiles, on l'a vu, avec ce mouvement de. C'est bien ça le problème. Aujourd'hui, il n'est pas en situation de le faire. J'espère qu'à la fin
des mois qui suivront la concertation et à la fin, on pourra avoir une unité nationale là-dedans. Je n'en suis pas sûr du tout, mais si on ne le fait pas, les 30 années qui viennent de se passer, elles continueront. Nathalie Delattre, on sait que son image est fortement abîmée, celle du chef de l'État. Est-ce qu'il peut encore sauver, je vous posais cette question, la fin de son quinquennat et faire passer des réformes douloureuses? On parle de l'assurance chômage notamment. La réforme des retraites aussi, je pense qu'elle est nécessaire. Jean-Paul Delevoye, il a beaucoup travaillé, il était prêt à expliquer. Est-ce que simplement ces deux mots réforme retraite ne vont pas effectivement encore jeter des gens dans la rue alors qu'on a besoin de ces réformes? Je pense que nous payons effectivement ces erreurs de communication et du coup, nous, effectivement, le dialogue, nous le souhaitons. Les Français ont de moins en moins confiance en leur politique, les Français ont de moins en moins confiance dans leurs médias, les Français regardent de plus en plus les fake news sur les réseaux sociaux. Ça devient très difficile aujourd'hui de pouvoir entamer un dialogue. J'espère que chacun saura prendre ses responsabilités et essayer de retrouver la voie de la sagesse. Un mot de conclusion avec vous, Jean Burin. Oui, moi je pense que les élus locaux ont une partition particulière à jouer dans la période parce qu'ils gardent malgré tout, malgré des amours des Français pour leurs représentants, une image assez positive. Et on peut, à notre niveau, essayer de reconstruire quelque chose. Donc je pense qu'il faut que le président, qui est quand même assez abîmé, qui a beaucoup altéré son image et son crédit, s'appuie sur nous. Et effectivement, les élus locaux sont responsables. Donc, en leur donnant les moyens. Merci. Oui, très rapidement. Juste pour dire qu'en politique, tout est possible, que le rebond est possible, que parfois, ce sont dans les situations de très très grandes difficultés que l'on trouve les ressources pour ressurgir. Et j'espère, pas pour M. Macron, mais pour notre pays, que cette crise servira de rebond pour notre pays, parce qu'on en a tous besoin, pour nos enfants, nos petits-enfants. Les familles sont inquiètes de l'avenir de leurs enfants. C'est ça aussi qu'il faut absolument éradiquer. Merci Alain Gendé, merci à vous Nathalie Delattre, merci Claude Malhuret, merci Jérôme Burin. Je vous laisse regagner l'hémicycle puisque l'examen du budget se poursuit. Le vote est attendu. Alexandre Poussard et la séance, on le disait, est particulièrement mouvementée cet après-midi. Oui, Delphine, une séance mouvementée et les sénateurs sont actuellement en train de voter. Ils montent un à un à la tribune, ils votent par ordre alphabétique. Et oui, ce vote fait suite à un débat très politique, centré sur les annonces d'hier soir d'Emmanuel Macron en faveur du pouvoir d'achat. Des mesures qui, on l'a dit, coûtent 10 milliards d'euros et qu'il faut maintenant financer. Écoutez Philippe Dallier, le sénateur Les Républicains. Pour 2019, vous avez donc un choix. Tenir le déficit ou le laisser filer au-delà des 3%. D'autant, Monsieur le Ministre, que la croissance risque manifestement de ne pas être au rendez-vous de vos attentes. Si vous souhaitez tenir les déficits, il n'y a qu'une solution, baisser la dépense. Là aussi, vous pourriez vous inspirer des votes du Sénat en seconde partie. Il faudrait un peu de courage politique et vous y trouveriez 2,8 milliards d'économies potentielles. Et dans ce débat, la gauche du Sénat a demandé un tournant social dans le quinquennat d'Emmanuel Macron. Des sénateurs de gauche qui veulent mettre fin aux avantages accordés au capital en début de quinquennat. Écoutez le communiste Pascal Savoldelli à la tribune cet après-midi. Depuis le printemps 2017 et l'élection par défaut d'Emmanuel Macron et de sa majorité, si une forme de contrat a bien été passée, c'est directement avec la finance, avec les affairistes, pour mener une politique conforme à leurs intérêts égoïstes, bien loin de l'intérêt commun. Il figurait en bonne place la réforme du Code de travail par l'ordonnance, la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'instauration de la flat tax sur les revenus du capital et du patrimoine, le nouvel allègement des droits de mutation et de succession, le démantèlement des services publics, de la SNCF, du secteur hospitalier, l'étatisation de la formation continue, la mise en cause du droit aux études des bacheliers et j'en passe. Ce contrat prétendument moderne, il date du XVIIIe siècle, Monsieur le Ministre. Pour les temps forts de ce débat, le vote se poursuit ici dans l'hémicycle et on devrait avoir le résultat dans quelques dizaines de minutes. Merci à vous Alexandre et justement on vous retrouve dès que le vote intervient en séance. On continue les réactions cette fois avec vous Tam Tranui, toujours en direct de la salle des conférences. Cette fois c'est avec le sénateur En Marche de Paris, Julien Bargeton. Oui, Julien Bargeton, l'une des annonces hier d'Emmanuel Macron, plus 100 € pour toutes les personnes qui sont au SMIC, a eu une répercussion immédiate cet après-midi sur les débats sur le budget 2019. Est-ce que tout cela ne sent pas un petit peu l'impréparation, Julien Bargeton? Tout le monde a pointé le flou des mesures.
Le président de la République a annoncé des mesures extrêmement puissantes, extrêmement fortes hier. Et je crois que tout le monde s'en est rendu compte. L'opposition, et qui est ici la majorité au Sénat, est un peu gênée aux entournures. Les critiques très fortes d'il y a 2 semaines de Laurent Wauquiez se sont évanouies et on trouve des arguties technico-juridiques pour finalement essayer de masquer le fait que le président de la République a répondu aux attentes. Je ne sais pas si cela suffira à apaiser totalement On voit déjà les sondages sur les gilets jaunes qui disent que ça ne va pas suffire. 54% des personnes disent que le mouvement doit quand même se poursuivre et que c'est pas satisfaisant. Je crois que le mouvement de sympathie dont pouvaient bénéficier les gilets jaunes va quand même peut-être un peu s'apaiser parce que une partie en tout cas des Français peuvent considérer que le président de la République a répondu. Et c'est ça qui est le plus important, notamment sur le SMIC ou sur la CSG pour les retraités. Donc on a assisté ici à un jeu de rôle qui veut faire oublier finalement que le président de la République a annoncé des mesures puissantes pour répondre à cette crise. Justement, sur le SMIC, vous entendez les critiques qu'il y a eu tout à l'heure dans l'hémicycle. Certains qui disent si ça passe simplement par la revalorisation de la prime d'activité, eh bien, ce n'est pas plus 100 € sur la fiche de paye des personnes qui sont au SMIC, c'est juste une prestation sociale, c'est conditionné, il faut la demander, donc ce n'est pas du tout la même chose pour certains sénateurs. Bien sûr qu'il faudra regarder les modalités, mais l'annonce, elle est claire, nette et précise. C'est 100 € net de cotisation, net d'impôt, donc de toute charge. Et effectivement, il faut regarder comment la mettre en œuvre pour que tout le monde puisse en bénéficier. Mais encore une fois, ne faisons pas semblant de nous arrêter à finalement des critiques superficielles pour faire oublier ça a été voté, que d'ailleurs, très voilà. Et d'ailleurs, cela a été voté. Il y a aussi le rôle des entreprises. Le débat qui va commencer commence également des entreprises. Et je rappelle que le président de la République a demandé à chacun de prendre ses responsabilités, et notamment sur la prime de fin d'année, parce qu'il faut aussi que dans ce moment particulier que nous vivons, dans ce mouvement particulier que nous vivons, eh bien, nous nous mettons tous autour de la table. Il faut que chacun donne des solutions. Pourquoi? Parce que c'est l'entreprise, c'est le chef d'entreprise qui fait le chèque à la fin du mois et qui donne donc le salaire et le pouvoir d'achat. Alors on l'a vu, bien, toutes ces mesures annoncées hier par le président de la République vont avoir un coût, environ 10 milliards d'euros si on écoute le gouvernement. Certains parlent de 12 milliards dans l'hémicycle. Comment on finance? Et deuxièmement, est-ce qu'il faut en finir avec la fameuse barre des 3% de déficit? D'abord, dans ce genre de mesures, il faut regarder aussi ce qu'elles engendrent. On peut se douter que les personnes qui ont des revenus modestes consomment en général une grande partie des revenus supplémentaires qu'elles peuvent avoir. Et donc, il y a aussi une partie qui va être recyclée dans la consommation et peut-être un peu dans la croissance, etc. Espérons-le, souhaitons-le, parce que c'est bien pour nos commerçants qui ont beaucoup souffert dans cette période. Ils ont maintenant besoin aussi que les gens retournent finalement participer à l'activité économique du pays. Et puis, sur les 3%, il y a, vous savez, cette mesure temporaire qui est liée à c'est un peu technique, à la transformation du CICE en baisse de cotisation, et donc qui conduisait à un surcroît temporaire de déficit. Donc évidemment, il faut regarder ça avec l'Europe, mais nous avions quelque chose qui était en fait un seul coup, mais qui n'allait pas être répétitif en 2020. Ça peut être négociable une fois. Voilà, ça peut être négociable, il faut regarder. Moi, je pense que le plus important, c'est de prendre la mesure des annonces du président de la République et maintenant se mettre au plus proche des territoires, tous autour de la table, pour que nous lancions finalement cette consultation sur le pouvoir d'achat, la fiscalité écologique, l'aménagement du territoire et les mobilités. Merci beaucoup Julien Bargeton pour votre réaction. Merci à vous, Tam. Ils avaient promis un mardi noir. Les lycéens se mobilisent à leur tour dans le sillage des Gilets jaunes. 450 établissements scolaires ont été perturbés aujourd'hui. 60 sont encore bloqués. Les lycéens entendent bien se greffer à cette contestation des Gilets jaunes. Reportage dans les cortèges parisiens aujourd'hui. Adrien Develay avec Jérôme Rabier. Ils avaient promis un mardi noir dans les lycées. Les organisations syndicales lycéennes ont réuni quelques centaines de manifestants un peu partout en province, comme sur ces images à Marseille, et un bon millier de jeunes ont défilé à Paris. Et au lendemain de l'allocution présidentielle, les représentants déplorent qu'Emmanuel Macron n'ait pas eu un mot à leur égard. Il y a une révolte et une colère chez les lycéens et chez les étudiants en ce moment, en parallèle du mouvement des Gilets jaunes, et nous faisons partie de ce mouvement de contestation de la politique d'Emmanuel Macron, mais il a décidé de ne pas en parler, de ne pas se poser la question et de ne pas entamer du dialogue social avec nous, et nous le déplorons. Un mépris selon eux, mais aussi pour les élus qui sont venus les soutenir,
comme Esther Benbassa, sénatrice écologiste de Paris. Comment un président ne parle pas des jeunes? C'est l'avenir de la France. Surtout qu'ils ont de nombreuses revendications. Ce matin, j'étais au lycée Balzac pour échanger avec ces élèves. Ils étaient vraiment calmes et ils avaient des choses à dire. La journée de mardi a en effet vu très peu de débordements. Et après les 400-450 lycées perturbés hier, la mobilisation recule selon le ministère de l'Éducation, qui comptait 170 lycées touchés ce matin. Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, la mobilisation serait téléguidée. L'ultra-gauche est présente et puis vous voyez même des députés de la France Insoumise qui sont devant les lycées, qui vont haranguer les jeunes. Moi, je trouve pousser les jeunes devant soi, je trouve que c'est aussi un manque de responsabilité. Des accusations rejetées en bloc par les lycéens dans les cortèges, eux dénoncent en retour la répression policière qui se serait abattue sur le mouvement. Et un peu partout en France, un même geste s'est répété. Les lycéens se sont agenouillés, main sur la tête, en soutien aux 150 interpellés de Mantes-la-Jolie, dont la vidéo a provoqué de vives réactions ces derniers jours. Et justement, Jérôme Rabier a rencontré Louis Boyard, c'est le président de l'UNEL. Écoutez, c'était il y a quelques instants. Oui, avec Louis Boyard, le président de l'UNL, l'Union nationale lycéenne. Alors aujourd'hui, vous avez appelé à un mardi noir pour les lycées. Déjà, peut-être un premier point sur la mobilisation. Vous avez des retours? Il y a beaucoup de lycées bloqués en France? Ouais, il y a beaucoup de lycées bloqués. Là, on est encore en train de continuer le recensement, mais on est à plus de 300. Ça, c'est pour les lycées bloqués, parce qu'après, il y a eu des lycées qui se sont fait débloquer avec la répression policière. Donc on a des lycées mobilisés, on a beaucoup d'assemblées générales. On voit que la mobilisation, elle grossit avec le temps, malgré la répression. C'est très positif. Vos revendications, c'est quoi maintenant aujourd'hui? Nous, ce qu'on demande, c'est l'ouverture de places à l'université pour qu'il n'y ait pas de sélection. On demande aussi à mettre fin au contrôle continu dans la note finale du baccalauréat, de réorganiser les spécialités de la réforme du lycée pour que tout le monde soit égaux face à l'orientation. Et on demande aussi de revoir la réforme de la voie professionnelle et d'abandonner le service national universel, une mesure coûteuse et inutile, donc on ne peut pas se permettre. Hier, Emmanuel Macron, il n'a pas eu un mot pour les lycéens. Vous avez réagi comment? Franchement, on s'y attendait. Emmanuel Macron, je ne sais pas s'il est dans le mépris ou dans le déni, mais une chose est sûre, il n'a pas envie de nous adresser la parole. Mais ça nous encourage d'autant plus. On voit aujourd'hui que le gouvernement prend peur face aux jeunes. Il y a les lycéens, il y a les assemblées générales étudiantes qui prennent la relève. Le gouvernement, il n'a qu'une seule peur, c'est que la jeunesse se soulève. Et là, on est en phase de le faire. Donc, tant qu'il ne prononcera pas le mot lycéen, étudiant et qu'il n'acceptera pas nos revendications, la mobilisation grossira et on sait qu'on va gagner. Et vous vous inscrivez dans le contexte de la mobilisation des Gilets jaunes. Pour vous, il doit y avoir une certaine convergence? Si les Gilets jaunes ils sortent dans la rue, c'est parce qu'ils sont en colère, parce qu'ils ont un quotidien difficile. Pour les lycéens, c'est la même chose. On est 35 par classe, aucune des réformes ne nous va. Aujourd'hui, il y a un contexte de grogne sociale qui permet à tout le monde de se mettre dans la rue en même temps. On sait que si les Gilets jaunes gagnent, les lycéens gagneront. Et que si les lycéens gagnent, les Gilets jaunes aussi. En fait, là, on est finalement tous ensemble contre Emmanuel Macron. Et on ne demande pas un recul sur sa politique. On demande un changement de sa politique. Merci Louis Boyard d'avoir répondu à nos questions. Voilà pour cette réaction enregistrée un peu plus tôt cet après-midi. On va continuer d'analyser les annonces d'Emmanuel Macron. Peut-on les qualifier de virage social? Comment vont-elles être adoptées par le Parlement? C'est une vraie question. Et quel impact pour la suite du quinquennat? On va tout de suite en parler avec mes invités. J'ai le plaisir d'accueillir Anne-Sophie Bellech. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes chef de service économie et sociale à l'usine Nouvelle. J'accueille également Benjamin Morel. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes docteur en sciences politiques à l'École normale supérieure Paris-Saclay. Emmanuel Rivière est également sur ce plateau. Bonsoir, politologue, directeur général de l'Institut de sondage Comptart Public. Noam Léandri est également avec nous. Vous êtes le président de l'Observatoire des inégalités, auteur d'un rapport sur la pauvreté en France. Et puis, j'accueille enfin Christophe Rameau. Bonsoir, vous êtes professeur à l'Université Paris 1, membre du collectif des économistes atterrés. Bienvenue à vous. On a envie de comprendre avec vous, peut-être Anne-Sophie Bellech, pour commencer, techniquement, ces mesures annoncées hier par Emmanuel Macron, est-ce qu'elles peuvent être mises en œuvre très rapidement, et notamment par les entreprises au 1er janvier 2019 ? Je crois que ça va être un peu compliqué au 1er janvier parce que les intégrations différentes dans les logiciels de paie, etc., même la prime d'activité qui intervient via la CAF, les primes exceptionnelles, les entreprises en fait clôturent la plupart leur compte au 31 décembre. Elles n'ont pas anticipé ça dans leur budget.
Donc, il va y avoir un peu de frottement. Je pense que le 1er janvier, tout va être mis en œuvre. Même confusion au niveau du Parlement, Benjamin Morel. On a vu cet après-midi le gouvernement demander lors d'une seconde délibération, via un amendement, aux sénateurs d'avancer la hausse de la prime d'activité au 1er janvier. Cela doit permettre cette hausse promise par Emmanuel Macron de 100 € du SMIC. Oui, on tombe dans un moment qui est très compliqué pour toutes ces réformes, parce qu'on tombe au moment de la fin, en fait, de l'examen du projet de loi budgétaire et surtout du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc du coup, il faut faire des réaménagements extrêmement rapides. On ne sait pas exactement comment est-ce que le gouvernement va pouvoir s'y prendre. Dans le pire des cas, il y a toujours la possibilité de faire passer les ordonnances budgétaires à partir du 1er janvier. Mais dans tous les cas, il va falloir essayer de ficeler quelque chose à la va-vite, alors que le budget en lui-même déjà est fortement déséquilibré. Donc fondamentalement, ça va être problématique de le faire accepter à la majorité et à la droite sénatoriale. Et en plus de ça, face à des annonces qui restent malgré tout facteur de polémique. Et pour autant, il fallait frapper vite et fort Emmanuel Rivière. C'est ce qu'a voulu faire hier le chef de l'État. Oui, on était dans une situation visiblement de crise. Et je pense que d'ailleurs, l'attitude du gouvernement depuis 3 semaines montre bien ce symptôme de crise, c'est-à-dire courir après une solution, et plus on court et plus on prend une décision tardive, plus il faut qu'elle soit marquante. Et la volonté qui a été manifestée par Emmanuel Macron hier, c'était de traduire ses intentions en espèces sonnantes et trébuchantes à court terme. La première réaction des Français qui ont été interrogés par mes différents confrères est relativement, d'ailleurs, positive à l'égard des mesures, notamment des mesures relatives au pouvoir d'achat. On a d'ailleurs retrouvé à la fois, évidemment, le contre-coup de la réception très négative qui avait été celle de l'augmentation de la CSG. Donc si on dit qu'on supprime cette augmentation, c'est assez naturel que les gens réagissent positivement. Mais également l'exonération des heures supplémentaires. C'était déjà désocialisé, elles sont maintenant défiscalisées. Et ça aussi, c'était quelque chose qui avait été très vite reproché à François Hollande dès juin 2012. Donc là-dessus, effectivement, il y a un intérêt. Après, voilà, qu'est-ce qu'il en restera si les choses ne sont pas effectives ? Il y a un vrai enjeu là-dessus. C'est que la promesse implicite, c'était non seulement d'avoir une amélioration du pouvoir d'achat des ménages, mais que ce soit palpable et palpable à court terme. Noam Léandri, comment avez-vous accueilli ces annonces ? Est-ce qu'elles sont de nature, justement, à redonner un peu de pouvoir d'achat aux Français ? Alors, je crois qu'on peut quand même noter qu'il y a un changement de cap qui est certain, même si tout le monde n'est pas d'accord, mais les revendications sont un peu hétéroclites. On ne sait pas vraiment qu'est-ce que veulent les Gilets jaunes. Mais en tout cas, il y a un changement de cap qui est marqué. Je ne sais pas si c'est un virage social, mais en tout cas, il y a un coup de barre à gauche, comme certains diraient. Après, est-ce que les mesures qui ont été annoncées seront susceptibles de réduire les inégalités, ce qui est quand même un des points assez décriés aujourd'hui ? On peut malheureusement un peu en douter. C'est-à-dire qu'effectivement, ça va résoudre des problèmes de pouvoir d'achat, essentiellement ciblés sur les classes moyennes, ou même le milieu des classes moyennes, ou voire la partie un peu supérieure des classes moyennes. Mais en revanche, toutes les personnes qui sont sous le seuil de pauvreté, tous les pauvres qui n'ont pas fait l'objet de beaucoup d'annonces aujourd'hui, ne se sentent peut-être pas concernés. Tous ceux qui sont à moins de 800 € par mois, ils ne vont pas percevoir la prime d'activité. Ils ne vont pas être concernés par la non-augmentation de la CSG sur les retraites. Et pareil, les heures supplémentaires, etc., ça ne les concerne pas du tout. Parce que ce ne sont pas eux, d'ailleurs, qui incarnent ce mouvement des Gilets jaunes. On sait que les personnes au chômage ou au RSA, par exemple, ne sont pas très présentes parmi les manifestants. Oui, c'est vrai qu'on voit surtout les travailleurs, en fait, sur les ronds-points. C'est ça qui me... certains, quand même, s'expriment en indiquant « moi, je gagne 700 € par mois, je ne m'en sors pas ». Il y a beaucoup de travailleurs pauvres, quand même, en France. On parle de plusieurs millions de personnes. C'est un phénomène qui est assez récent, finalement, ce phénomène de travailleurs pauvres. Et c'est probablement aussi ceux-là qu'on voit sur les ronds-points ou ailleurs. Après, je ne peux pas répondre pour l'ensemble des Gilets jaunes parce que c'est très hétéroclite. On trouve... Je crois que personne ne peut le faire. Voilà. Difficile, effectivement, de qualifier ce mouvement. Christophe Rameau. Oui, on est confronté à un paradoxe. C'est-à-dire que Emmanuel Macron reconnaît qu'il y a besoin d'un état d'urgence économique et sociale, mais en fait, il en profite pour aller un peu plus loin dans des mesures fondamentalement libérales. C'est-à-dire qu'au lieu d'augmenter le salaire minimum, on augmente la prime d'activité. C'est-à-dire qu'on inscrit dans la tête, alors que les aides de l'État au niveau du SMIC sont déjà absolument colossales. Il faut savoir que le coût du travail au niveau du SMIC pour les entreprises en France, on est dans la moyenne de l'OCDE aujourd'hui, parce qu'une bonne partie du SMIC aujourd'hui est payée par l'État. Et donc on envoie comme message que dorénavant, les hausses de salaire devront être payées par l'État. C'est valable pour le SMIC et c'est valable a fortiori pour les heures supplémentaires. Et dans le même temps, jusqu'à présent, il va peut-être y avoir quelques mesurettes qui vont être annoncées prochainement en termes de taxation pour les riches, mais enfin pour l'instant rien n'est annoncé. Mais donc on augmente le déficit public. Et qu'est-ce qu'on fait ce faisant ? On fait la stratégie libérale habituelle qui consiste à affamer la dette. On creuse les dépenses fiscales en faveur des entreprises.
ça fait apparaître des déficits et de la dette, et ensuite on dit aux Français, oh, les déficits et la dette augmentent, il faut réduire la dépense publique. Et là, Macron a d'ores et déjà annoncé qu'il allait poursuivre sans indiquer comment. Parce que le problème, c'est quand on gratte, c'est quoi les emplois de services publics? Quels sont les services publics qu'on supprime? Quelles sont les prestations sociales qu'on réduit? Et bien là, le gouvernement, bien entendu, serait bien embêté. Anne-Sophie Bellès. Oui, je ne sais pas s'il y avait beaucoup d'attentes pour avoir plus de services publics dans ce mouvement-là, parce que le mouvement, c'était moins, c'était moins de taxes. Non, c'était plus de services publics aussi. C'est les deux. Il y avait ça, mais enfin, c'était un peu paradoxal. Donc c'est un peu. Non, je pense qu'effectivement, il a pris la mesure de l'urgence sociale. Et effectivement, il est arrivé avec les moyens que vous décrivez, parce qu'il n'a pas fondamentalement changé de logique, qui est qu'il ne veut pas casser le moteur productif français. Et donc, effectivement. Il a épargné des entreprises, parce que moi j'ai eu des petits patrons ce matin en Alsace, en Vendée, qui effectivement se disaient, si on avait eu 10%, 15% d'augmentation du SMIC d'un seul coup, là, ça pouvait être quand même assez ennuyeux. Donc, par contre, c'est vrai que derrière, au départ, il y a cette urgence sociale, mais il y a une demande forte, on voit, d'équité fiscale qui est remontée, puisque, voilà, est remontée cette histoire d'ISF très fortement. Et je pense que c'est ce mouvement-là d'équité, celle-là, elle va au-delà des Gilets jaunes, elle est partagée par un nombre plus grand de Français, et c'est peut-être ça qui a fait le soutien qu'on a vu dans l'opinion. Est-ce qu'il y a répondu à ce besoin de justice fiscale hier? Alors justement, non, c'est le grand absent du discours d'hier. Il a parlé de l'ISF, mais il en a parlé sur le principe de l'efficacité économique. Il n'a pas du tout, c'est le seul moment, on va dire, raté en termes de pédagogie. Il ne fallait pas qu'il fasse de pédagogie, il n'en a pas fait, sauf sur l'ISF. Et donc on voit que cette question-là, elle peut cristalliser dans les prochains jours l'opinion. En fait, la question de l'opinion, je parle sous votre contrôle, mais à mon avis, va se jouer en deux temps. Un premier temps dans les prochains jours, parce qu'on voit aujourd'hui qu'on a deux récits contradictoires sur ces mesures. On a une partie des commentateurs et les membres du gouvernement qui nous disent ces mesures, elles sont réellement révolutionnaires, elles vont relancer le pouvoir d'achat. Et puis, on a d'autres commentateurs et l'opposition qui nous dit ces mesures ne sont pas révolutionnaires. En effet, la prime d'activité, de toute façon, c'était quelque chose qui était déjà prévu. Donc, c'était dans les mesures, on ne fait qu'avancer quelque chose qui existait déjà. La CSG, dans les faits, si vous prenez les couples de retraités, etc., c'est pas non plus révolutionnaire. Selon que la première option ou la deuxième va être retenue par l'opinion, ça aura des effets totalement contraires. La première option peut permettre de sortir de la crise, la deuxième bloque la crise. Parce que tout d'un coup, non seulement Emmanuel Macron n'a pas annoncé grand-chose, mais en plus il a essayé d'embobiner les Français. Et ça, du coup, ça grève toute sortie de crise. Et ensuite, il y a une deuxième étape qui va être l'étape du mois de janvier. Au mois de janvier, ceux qui pensaient peut-être voir leur pouvoir d'achat augmenter, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas au SMIC ou qui touchent la prime d'activité, mais qui ne vont peut-être pas forcément voir 100 € pile, les gens... les couples de retraités qui justement vont se rendre compte que cette baisse de la CSG, ça ne les concerne peut-être pas. Il faut rajouter en plus la variable du prélèvement à la source. Il risque d'y avoir un désenchantement et donc un retour de bâton. Donc ces deux temporalités vont conditionner la sortie de crise. Emmanuel Rivière, ça reste le péché originel, cette suppression de l'ISF par Emmanuel Macron? Oui, parce que ça renvoie à une autre dimension. Léandri évoquait la question des inégalités, mais il y a l'autre question, c'est celle des injustices, en fait. Il y a ça derrière. En fait, il y a un énorme loup au milieu de la pièce. C'est notre système fiscal et redistributif, auquel plus personne ne semble adhérer dans ce pays, ce qui explique beaucoup d'ailleurs du soutien massif des Français au mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on ne voit pas de manière claire en quoi l'impôt est justement réparti et en quoi le produit de l'impôt est justement redistribué. C'est pour ça que je pense qu'effectivement la question des économies qu'il s'agira de faire pour couvrir la dépense supplémentaire de 10-12 milliards induite par ces mesures va être un sujet. Alors, d'ailleurs, un sujet de très grande instabilité dans notre paysage politique qui n'avait pas besoin de ça pour être instable, puisque ça peut déplacer le débat entre les uns et les autres. Là, pour l'instant, il y avait une sorte de consensus contre le gouvernement et contre Emmanuel Macron, à gauche comme à droite. Quand on va se poser la question de comment on boucle un budget, là, les clivages risquent de réapparaître. Donc c'est un sujet hautement sensible, et c'est peut-être aussi le sujet qui manquait un petit peu hier soir. C'est qu'il y a une extrême complexité derrière cette difficulté à lire le système fiscal. Il est de plus en plus complexe, et comme on a
plus confiance dans les élites qui prennent les décisions qui régissent ce système, il y a un soupçon d'inéquité qui est majeur et qui, me semble-t-il, est tellement à la base du contrat social en France que ne pas le résoudre, c'est s'acheminer vers d'autres difficultés plus tard pour cette majorité ou une autre. Alors avant de poursuivre ce débat en plateau, on va retourner à salle des conférences où nous attend Tam Trami, puisque les sénateurs viennent de voter un budget qui est presque déjà caduc, Tam. Et oui, effectivement, et nous allons revenir avec l'un des événements de la journée avec le rapporteur général du budget, Albéric de Montgolfier. Bonjour. Bonjour. Notamment cette question des plus 100 € pour toutes les personnes au SMIC. C'était l'annonce hier du président de la République. Et tout à l'heure, ce que vous avez voté, ce n'est pas vraiment l'équivalent, puisque c'est une revalorisation de la prime d'activité au 1er janvier. Ce n'est pas pareil. Pourquoi ? Nous avons voté deux choses sur proposition du gouvernement. La première chose, c'est un avancement au 1er janvier d'une mesure qui était dans la loi de finances, prévue au 1er avril, qui est une revalorisation de la prime d'activité à hauteur de 30 €. Donc initialement, ça devait intervenir dans 4 mois, au 1er avril, et ça devait intervenir au 1er janvier de l'année 2019. Et par ailleurs, nous avons voté, à la demande du gouvernement, des crédits à hauteur de 600 millions d'euros, et ces crédits seraient destinés à revaloriser la prime d'activité. Et bien sûr, nous ne savons pas le détail, puisque c'est réglementaire. Quand ça veut dire que c'est réglementaire, c'est au gouvernement de prendre par décret l'application concrète de ces crédits. Donc tout cela reste très flou, ça sent l'impréparation de la part du gouvernement. Ça sent un peu la précipitation, parce que manifestement le gouvernement a été pris de court par les annonces hier soir des présidents de la République, donc on cherche à bricoler un peu dans la précipitation un mécanisme. Bon, on a voulu faire confiance, parce que la situation est malheureusement dramatique, et il faut que le pays puisse un peu retrouver son niveau normal de dialogue, mais en restant très vigilant. On ne sait pas comment ça va fonctionner. A priori, c'est pour arriver à 100 €, je dis 100 € en moyenne, parce que la prime d'activité, comme vous le savez, il y a des conditions, c'est en fonction du niveau de vie, de la composition de la famille. C'est une prestation sociale qui est distribuée par les caisses d'allocation familiale. Donc c'est pas 100 € sur la feuille de paie, c'est 100 € de prestations prises sur le budget de l'État, et c'est versé par les caisses d'allocation familiale. Et oui, et il faut la demander à les conditionner, notamment il faut remplir familiale, notamment des déclarations de ressources, les compositions de son foyer, comme vous avez un certain nombre de prestations, la prime de rentrée scolaire, etc. Ça fait partie des prestations qui sont versées par les caisses d'allocation familiale. On a entendu un certain gilet jaune qui disent déjà que ces annonces elles sont insuffisantes, notamment ceux qui sont juste au-dessus, qui subissent les effets de seuil, et les classes moyennes elles ne sont pas vraiment prises en compte par les annonces hier du président de la République. C'est toute la difficulté de ces systèmes qui sont sous conditions de ressources. Lorsqu'on dit voilà, ce sera un SMIC 25, etc. Le problème, c'est que vous avez toujours des catégories, et notamment les Français qui travaillent, qui ont des charges importantes. Je pense aux charges sur les emprunts immobiliers, les charges pour les transports, le fait d'avoir une voiture, 2 voitures lorsqu'on a un couple qui travaille. Et très souvent, les classes moyennes se trouvent exclues des dispositifs. Ils n'ont pas droit aux aides sociales parce qu'ils sont au-dessus des seuils. Et donc ils bénéficient pas non plus des dispositions les plus favorables au gros patrimoine. Et finalement, la classe moyenne est un peu la perdante de la politique fiscale de ce gouvernement. Un mot enfin sur le coût des annonces d'Emmanuel Macron. Elles ne satisfont pas tout le monde, mais on sait déjà qu'elles vont coûter 10 milliards d'euros selon le gouvernement. Certains chiffrent plutôt à 12 milliards d'euros. Comment on fait pour financer tout cela, Albéric de Montgolfier? Est-ce qu'il faut s'affranchir de la barre des 3% de déficit? Alors j'ai dit, si on dit les règles européennes, tout ça n'a pas d'importance, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement 3%, 3,2, 3,5. Ça veut dire quoi de manière très concrète? Ça veut dire simplement du déficit en plus. Et comment on finance ce déficit? On les finance en empruntant. Et c'est là où ça peut poser des vrais problèmes. Nous avons d'ores et déjà avec l'Allemagne, par exemple, un énorme écart de taux que nous avons chiffré à 34 milliards en 2022. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2022, à l'état actuel de notre déficit, nous paierions 34 milliards d'euros de plus d'intérêts que l'Allemagne. Donc si notre déficit explose, ça veut dire que des intérêts en plus, et ça peut devenir insupportable pour bientôt, même malheureusement, pas les futures générations, mais notre génération. Et pour le financement, les 10 ou 12 milliards, on les trouve comment? Il va falloir lever d'autres impôts? Alors non, le but c'est vraiment d'engager la réforme de l'État. Je prends des exemples. Vous avez énormément de missions. Agir sur la dépense publique. Agir sur la dépense publique, et c'est là malheureusement on n'a pas de réponse du tout du gouvernement. Eh bien, merci beaucoup Albéric de Montgolfier d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous, Tam, pour cette réaction. Ça vous fait réagir ce qu'on vient d'entendre dans la bouche du rapporteur général Christophe Rameau, notamment sur le financement de ces mesures. Elles sont estimées à 10 milliards d'euros. Est-ce que ça peut se faire tout en restant dans les clous imposés par Maastricht? Non, mais les clous, ces clous-là, à mon avis, sont stupides. Mais comment dire, faut savoir que dans le projet de loi 2019, et pour l'instant, ce n'est pas remis en cause, il y avait des cadeaux exorbitants pour les entreprises. Il y avait un jackpot exceptionnel, certes, mais un jackpot de 20 milliards, puisqu'elles allaient cumuler la baisse, le CICE, et puis la bascule vers les allègements de cotisations sociales. Il y avait la baisse de l'impôt sur les sociétés. Il y avait une nouvelle baisse des cotisations sociales au niveau du SMIC. Donc là, il y a des marges. Il y a des marges de manœuvre. Mais pour l'instant, le gouvernement a décidé de ne pas revenir sur sa marge de manœuvre. Il faut savoir qu'avant la Révolution française, on appelait les ignobles ceux qui payaient les impôts, qui n'étaient pas nobles et qui n'avaient pas le privilège les nobles avaient le privilège de ne pas payer d'impôts. Aujourd'hui, le sentiment d'injustice fiscale, parce que c'est ça qui est en jeu dans le mouvement des Gilets jaunes, il est tout à fait légitime. Il est tout à fait légitime parce que les cadeaux fiscaux et l'ISF étaient déjà exonérés pour l'investissement. Donc les cadeaux fiscaux, l'ISF, la flat tax, etc., sont des cadeaux fiscaux à fond perdu qui entretiennent en fait. Exonérés pour le patrimoine professionnel. Oui, très bien. Oui, professionnel, c'est bien l'investissement. Oui, mais il y avait des gens qui avaient leurs fonds investis dans les entreprises françaises, dans des entreprises patrimoniales. Revenons sur un autre volet dont on n'a pas évoqué, mais qui est très important. Il y a un point sur lequel tous les économistes sont d'accord, qu'ils soient keynésiens ou libéraux, c'est le fait que aider les heures supplémentaires, ça joue contre l'emploi. Il y a une étude qui avait été publiée de l'OFCE qui nous disait que les mesures prises sous Sarkozy avaient détruit directement 72 000 emplois. D'accord ? Alors ça avait été en partie contrebalancé par le fait que ça s'était traduit par un gain de pouvoir d'achat, donc un effet demande, parce que c'est la demande qui joue un rôle majeur, mais dans tous les cas, l'effet est négatif. Et à nouveau, donc ça va être très coûteux avec des effets négatifs sur l'emploi. Donc on voit bien là l'optique qui consiste à ne pas revenir sur les injustices fiscales et à alourdir le poids de certaines dépenses, c'est bien les néolibéraux finalement qui creusent les déficits et les dettes. Il y a un choix qui est fait en fait pour faire revenir la taxation des entreprises et du capital à des niveaux à peu près comparables à nos voisins européens. Je pense que c'est le choix principal et c'est pas des cadeaux, c'est juste on essaie de revenir un peu dans la norme. Mais tout le monde fait la. Vous voyez ce que je veux dire, la norme. Mais tout le monde baisse. Tout le monde baisse et donc ça fait baisser la moyenne. En 2016, on était à 44% de taux d'imposition du capital en France, alors que on était à 25, 26 partout dans les autres pays de l'OCDE. Mais comme tout le monde baisse, la moyenne baisse et donc finalement on ne taxe plus le capital. C'est ça la logique de la concurrence fiscale. On a quand même un niveau d'inégalité qui est moins. On voit qu'il y a clairement un problème de donner en confiance dans les impôts, dans les institutions, donner envie de contribuer aux impôts pour voir à quoi ça sert. À quoi servent mes impôts, tous les services publics. Effectivement, quand on demande à n'importe qui dans la rue ce qu'il veut payer plus d'impôts, c'est non, mais alors si on les baisse, qu'est-ce que je supprime? C'est les enseignants, c'est les policiers, c'est les militaires. Et là, à chaque fois, il va dire c'est chez le voisin qu'il faut supprimer des dépenses. Et donc, c'est toujours un problème de contribution à l'impôt. Peut-être, moi, je pense, ce qui pourrait être utile, c'est de me donner le sentiment, par des mesures symboliques, qu'il y a bien un rétablissement de l'égalité, de l'équité. Puisqu'aujourd'hui, les mesures qui ont été proposées vise vraiment les classes moyennes, mais on ne voit pas que ça va réduire peut-être l'écart de niveau de revenus, de niveau de vie qui a pu se creuser depuis quelques temps au niveau de la société française, et ça risque en plus de s'amplifier avec un début de récession, disons de moins forte croissance, là quand même qui démarre depuis quelques mois, ça se voit au niveau des bourses, toutes les bourses décrochent depuis quelques mois, même le prix du pétrole baisse, ça veut dire que l'activité ralentit probablement, et ça va se voir prochainement à travers les non-créations d'emplois, à travers l'augmentation du chômage, en tout cas le chômage ne baisse plus, donc on est en début de récession probablement, et ça va encore s'amplifier cette crise sociale, donc il est urgent de peut-être favoriser une réduction des inégalités et des mesures symboliques. Ça peut aussi être la baisse promise du nombre de parlementaires. Pourquoi pas? Parce que si on demande des efforts à certains, il faut aussi que tout le monde contribue à hauteur de ses moyens. Oui, mais excusez-moi, favoriser la baisse des inégalités, c'est peut-être remettre des gens en emploi. On a quand même encore 9% de taux de chômage dans ce pays. C'est bien dû. La mesure sur les heures supplémentaires, c'est pas très bon pour ça. La mesure des heures supplémentaires, effectivement, il y a des effets d'aubaine. On sait qu'elle n'est pas. Mais c'est pas ça qui va non plus gréver. Ce qu'il faut, c'est que les entreprises retrouvent un peu de compétitivité. Donc on peut décider de leur écraser encore. C'est un des éléments du problème. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé là en cette rentrée où effectivement il y avait une orientation très très claire prise par Emmanuel Macron, un pari qui était que redonner finalement des incitations à investir, alléger la fiscalité sur les entreprises devait donner des résultats. Enfin, c'était toute sa théorisation autour des premiers de cordée. C'était que oui, mais ça les donne autres pas de résultats. en bénéficient. Et ce qui s'est passé au milieu de l'année, c'est qu'effectivement il y a un moment où finalement la période d'essai était passée et beaucoup de gens se sont dit mais moi.
Qu'est-ce qui se passe? Ils ont regardé leur feuille d'impôt, puisque tout ça se produit un peu au mois de juin. Hein. Les débuts des ennuis pour Emmanuel Macron dans les enquêtes d'opinion, c'est au mois de juin, en fait, au moment où les gens font leur déclaration en ligne, ce que font quasiment maintenant la totalité des foyers, et ont immédiatement le produit de leur impôt. Ils se disent, c'est le même impôt que l'an dernier, où est-ce que je me suis fait avoir? Pour un certain nombre de gens, de foyers plus ou moins aisés. Et donc c'est ce décalage qui avait, je pense, c'était pas très théorisé, hein, puisqu'on était plutôt dans une espèce de posture, de succès rapide d'Emmanuel Macron, et ce décalage entre un certain nombre des choix politiques très forts et les bénéfices pour la collectivité, notamment en termes d'emploi, qui ont tardé à se manifester, qui aboutissent aussi à la situation d'aujourd'hui. Il n'y a pas de résultat pour la plupart des gens. Je voudrais qu'on parle aussi de la méthode et du mea culpa du chef de l'État. Il dit avoir compris les Français. Je vous propose de le réécouter, c'était donc hier soir. Ce sont 40 années de malaise qui ressurgissent. Malaise des travailleurs qui ne s'y retrouvent plus, malaise des territoires, villages comme quartiers, où on voit les services publics se réduire et le cadre de vie disparaître, malaise démocratique, où se développe le sentiment de ne pas être entendu, malaise face au changement de notre société, à une laïcité bousculée et devant des modes de vie qui créent des barrières, de la distance. Cela vient de très loin, mais c'est là, maintenant. Sans doute n'avons-nous pas su depuis 1 an et demi y apporter une réponse suffisamment rapide et forte. Je prends ma part de cette responsabilité. Il a pu m'arriver de vous donner le sentiment que ce n'était pas mon souci, que j'avais d'autres priorités. Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous par mes propos. C'était indispensable, Benjamin Morel, ce mea culpa, cette prise de conscience, justement, de toutes ces petites phrases, on en a beaucoup parlé ici, qui ont pu blesser les Français. Oui, du point de vue de la communication politique, c'était indispensable. Il y avait 2 choses qui étaient indispensables. C'était ce mea culpa et cette remise à hauteur d'homme, en fait, du président de la République. Et d'un autre côté, on l'avait dit, des mesures concrètes dont on a déjà pu parler. Est-ce que ça a marché? Ça, c'est une autre question. De fait, il y a eu en effet un vrai effort sur cette mise à hauteur d'homme. Après, le problème, c'est que, si vous voulez, c'est un pistolet à un coup. Ce qui est rejeté aujourd'hui, c'est, au-delà des mesures et au-delà de la politique, la personnalité d'Emmanuel Macron. Si ce mea culpa se mue en une transformation d'image du chef de l'État et qu'il continue dans cette ligne-là, il peut y avoir un infléchissement. En revanche, s'il revient à ses vieilles habitudes, eh bien, il n'y aura pas de deuxième mea culpa. Il n'y aura pas de deuxième j'ai changé, si vous voulez, pour faire le parallèle avec un autre président de la République. Donc là, c'est un pistolet à un coup, c'est un pistolet qui est dangereux également. Oui, il y a quelque chose de très intéressant dans ce que nous dit Emmanuel Macron. Il date le malaise, 40 ans. C'est le début du tournant néolibéral. C'est un bon diagnostic. Mais le problème, c'est que pour sortir effectivement de cet enlisement dans la crise qu'on connaît avec des hauts et des bas depuis 40 ans, il faut vraiment, véritablement changer de cap, ce qui n'est pas proposé là. Et véritablement changer de cap, c'est quoi notamment? Il faut comprendre qu'on est dans un régime, globalement, qui a comprimé les salaires, à la fois directs et indirects, c'est-à-dire sous forme de prestations sociales, les cotisations sociales. Ça a alimenté les profits, et le problème qu'on a, c'est quoi? C'est que ces profits, massivement, ça c'est vraiment le régime financiarisé dans lequel nous sommes. Ces profits, ils vont quoi? Distribution de dividendes, rachat d'actions et croissance externe, c'est-à-dire à l'étranger. C'est ça le régime dans lequel on est. Et donc si on veut véritablement changer de cap, c'est à ce régime-là. Alors ça suppose de remettre en cause... Vous savez bien qu'en France, la part des salaires dans la valeur ajoutée n'a pas changé. Non, madame. Pour vous, l'économie est un jeu à somme nulle. Vous savez, durant les 30 Glorieuses, durant les 30 Glorieuses, madame, durant les 30 Glorieuses, durant les 30 Glorieuses, quand il y avait des hausses de salaire très importante. Il y avait une hausse de la dépense publique très importante. Et pourtant, le profit des entreprises se portait correctement bien. Pourquoi? Parce que ça avait un effet d'entraînement sur l'activité. L'économie, c'est pas un jeu à somme nulle. Vous comprenez ça? Et donc, là, quand on fait de l'austérité salariale et quand on fait de l'austérité budgétaire, ce qu'on fait depuis 40 ans, ça comprime l'activité, y compris, ça comprime les recettes, donc ça creuse les déficits. Ça creuse les déficits et les dettes. En France, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de confusion autour des chiffres, notamment. Oui, alors les salaires augmentent, mais ça augmente par rapport au salaire horaire. Après, la question, c'est le temps de travail partiel subi, typiquement, qui fait que ça crée de la précarité dans l'emploi. Il y a aussi beaucoup d'alternance entre des CDD, du chômage et des petits emplois à droite à gauche. Donc tout ça, ça crée beaucoup de précarité dans l'emploi. Et donc même si le salaire horaire augmente, finalement, ou pour ceux qui sont en emploi protégé, disons en CDI, fonctionnaires ou autres, leurs salaires peuvent augmenter.
peut-être aussi vite que l'inflation, pas beaucoup plus. Maintenant, effectivement, il y a un effet augmentation des salaires égale inflation. De toute façon, c'est la logique, effectivement, de limiter l'inflation au maximum. Il ne faut pas qu'il y ait d'effet d'emballement par les salaires. Mais voilà, il y a une augmentation. Néanmoins, elle est concentrée quand même que sur certaines personnes. Et après, une fois qu'on part à la retraite, les augmentations, elles sont assez faibles. On voit avec les gels des prestations sociales, qui sont des mesures qui sont quand même régulièrement mises en œuvre par tous les gouvernements qui se sont succédés. C'est des mesures d'économie qui font, entre guillemets, pas mal, mais au bout d'un moment, ça se voit quand même. Quand le minimum vieillesse, il est en dessous du seuil de pauvreté, ça commence à se voir. Donc c'est pour ça qu'on prend des mesures d'augmentation après progressive. Donc là, il n'y a pas que les salaires qui permettent d'augmenter le pouvoir d'achat, il faut s'en souvenir. Et puis surtout, quand on augmente certains impôts, et qui concernent tout le monde, comme la TVA, comme les taxes sur l'essence, les carburants, etc., ça aussi, ça touche tout le monde de façon un peu uniforme, et ça a tendance à augmenter les inégalités. Benjamin Morel, ensuite Emmanuel Rivière, pardon. Oui, il y a également des oubliés du discours d'hier, dont on n'a pas parlé parce qu'on a beaucoup parlé travail jusqu'à présent. Mais hier, Emmanuel Macron n'a pas parlé des chômeurs, il n'a pas parlé des gens qui étaient au minimum vieillesse. Et s'il a pris des mesures, eh bien, que ce soit pour la CSG ou que ce soit pour les heures supplémentaires, ça va toucher des gens qui sont dans la classe moyenne, mais ça ne va pas forcément toucher les plus pauvres. Or, quand on regarde aujourd'hui la composition des Gilets jaunes, on voit qu'en effet, cette classe moyenne est très bien représentée, mais que malgré tout, vous avez une mutation du mouvement aujourd'hui. Sur les ronds-points, on a quand même de plus en plus de chômeurs, on a de plus en plus de gens qui appartiennent à ces catégories, qui sont les catégories les moins défavorisées, et ça peut avoir un impact fondamental dans la sortie de crise. Oui. Emmanuel Rivière. Oui, d'autant qu'il y a un clivage qui a été à plusieurs reprises mis sur la table ces dernières années, qui était le clivage entre ceux qui travaillent précisément, ceux qui sont contributeurs et les gens qui sont bénéficiaires de la solidarité, bénéficiaires des minima sociaux, qui était un clivage qui était utilisé pour opposer en gros les travailleurs, les contributeurs et les autres, qui avait un peu disparu dans ce mouvement, qui faisait fédération pour réclamer plus de justice. Je pense que c'est quand même des clivages qui travaillent de manière inquiétante la société française, puisque c'est finalement des gens qui habitent dans les mêmes quartiers, qui vivent des conditions de vie très très proches, qui finissaient par se regarder en chien de faïence, qui pourraient ressurgir. Et globalement, pour revenir au débat tout à l'heure, non pas sur le fond, pardonnez-moi, mais on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'Emmanuel Macron change de cap. Je pense qu'il n'a qu'un logiciel. C'est celui qu'il avait auprès de François Hollande quand il était secrétaire général adjoint, quand il était ministre de l'économie. C'est celui sur lequel il s'est fait élire. Je crois qu'on est plus sur des ajustements de ce cap et probablement... Il faut aussi tenir compte de son Premier ministre. Maintenant, il a quand même fait une ouverture. Je voudrais revenir sur la fiscalité avec ce grand débat qui va être ouvert. Je ne sais pas comment ça va se passer dans les institutions, dans les mairies, et il y aura des ouvertures, forcément. Il faudra parler équité fiscale. En tout cas, ça va remonter. Donc, il faudra mettre aussi des propositions sur la table. Alors, on ne va pas reparler du VSF, il y a un débat. Mais il y a des gens qui proposent des choses. Par exemple, Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, Louis Gallois propose une nouvelle tranche marginale d'impôt sur le revenu. Voilà. La fiscalité, je crois qu'il ne faut pas se perdre sur les questions de fiscalité, c'est important. Mais il y a aussi, qu'est-ce qu'on fait de cette fiscalité? Et donc ça, c'est des mesures concrètes. Il a parlé d'investissement dans l'éducation. Je pense qu'il faudra concrètement dire, ça veut dire quoi l'investissement dans l'éducation? C'est quoi ce qu'on propose précisément? Très rapidement. Très rapidement. Vous savez, il y a des grands hommes d'État qui ont su changer de cap face à l'adversité, face aux problèmes. Roosevelt, par exemple, qui n'était pas un grand keynésien au départ. Je reviens sur un point. Je pense qu'il y a un discours qui est irresponsable de la part des dirigeants politiques et pas simplement des dirigeants actuels. C'est un discours, y compris pour recréer société, pour ressouder le consentement à l'impôt, qui consiste à dire effectivement que la dépense publique, la réduction des inégalités, c'est pas d'abord par la fiscalité, c'est par la dépense. La dépense publique aujourd'hui réduit considérablement les inégalités. Un chiffre. Si on prend les revenus primaires, les 20% les plus riches, c'est-à-dire salaire, revenus petit problème, gagnent 8 fois plus que les 20% les plus pauvres. Avec les impôts, on passe à 7. Grâce aux prestations sociales et aux services publics, à la consommation de services publics, on passe de 1 à 8, à 1,7 par la fiscalité, à 1 à 3. L'État social réduit massivement les inégalités et on a des dirigeants, c'est ça le problème. On a des dirigeants qui n'assument pas ce bel État social. Merci à vous, merci Christophe Rameau, merci à Noam Léandri, merci Emmanuel Rivière, merci Benjamin Morel et merci à vous Anne-Sophie Bellache. On va d'ailleurs tout de suite prendre la direction de l'hémicycle puisque les sénateurs viennent d'adopter le projet de loi de finances pour 2019, Alexandre Poussard. Et oui Delphine, le Sénat a adopté ce projet de loi de finances 2019 avec 200 voix pour et 98 voix contre. Et je peux vous donner un aperçu des votes des différents groupes politiques au Sénat. Les groupes communistes et socialistes ont voté contre ce texte. Les groupes La République En Marche et RDSE se sont abstenus. Et la majorité sénatoriale, avec le groupe Les Républicains, le groupe centriste, mais aussi le groupe Les Indépendants, a voté
pour ce budget modifié par le Sénat. Un vote qui met fin à plus de 120 heures de débat en séance publique avec 2029 amendements discutés. Et les sénateurs se sont déjà donné rendez-vous pour la seconde lecture de ce budget, puisqu'il faut maintenant financer les annonces d'hier soir d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup Alexandre pour toutes vos précisions. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Public Sénat.